Salut, alors dans cette vidéo, on va voir quel impact peut avoir la mise à jour Google Spam Update et de manière générale, n'importe quelle mise à jour Google, comment tu réagis face à une mise à jour Google, que ce soit la Google Link Update, Spam Update, Helpful Content Update, enfin bref, n'importe quelle mise à jour Google. Je vais te passer une stratégie claire, éprouvée, simple, qui a fait ses preuves depuis le temps, depuis 2008 que j'utilise, il faut juste rester pragmatique. Okay. Donc une des dernières mises à jour qu'il y a eu, la Spam Update, enfin la Link Spam Update, donc en 2022, oui, en décembre 2022. Donc il y a eu pas mal de, comment dire, de grabuge, de bruit, on va dire, qui a été fait, comme d'habitude sur Twitter et autres endroits. Moi, je vais te passer un conseil, une méthodologie, on va dire précise à appliquer. Première chose, évite de tomber dans le piège des pseudos experts Twitter. D'accord, il y en a beaucoup qui parlent pour ne rien dire. Généralement, chacun y va de sa propre analyse. C'est basé sur un ou deux sites perso, donc c'est complètement biaisé, pas représentatif. Ok, il y en a un, il va dire moi je pense que c'est le contenu IA, il y en a un autre qui va dire moi je pense que c'est les liens de mauvaise qualité, un autre qui va dire moi je pense que c'est la WebPerf, blablabla. Enfin bref, il y a beaucoup de bavardage qui est dit. Le problème c'est que c'est très piégeux parce que ça va dans toutes les directions, il y a de tout et n'importe quoi qui est dit. Et au final, ça apporte rien de concret. Okay. Donc la première chose, en termes de veille, déjà, cultive l'ignorance sélective. Okay. Moi, ce que je t'invite à faire déjà au niveau de la veille, fais principalement de la veille sur par exemple, Google ES, sur les forums US. Ils sont comme la plupart du temps en avance, hein, généralement. C'est beaucoup, il y a des choses très intéressantes qui sont dites, notamment sur le forum Black Hat World, vraiment. Voilà, ça c'est ce que je t'invite à faire. Ensuite, raisonne toujours en termes macro. En termes macro, pourquoi en fait, il y a ce que j'explique dans l'académie, il y a souvent un prisme de réalité qui est déformé. Souvent, l'erreur, c'est de croire, et ce que je peux comprendre, hein, moi le premier, j'avais fait ça, mais avec le recul, en fait, l'erreur, c'est de te dire, ok, moi, petit référenceur à mon niveau, d'accord, peu importe ton statut, que tu sois freelance, que tu es une agence, que tu es 10 sites, 100 sites, tu vois, même pour donner une idée, même si tu gères 1000 sites, un portefeuille de 1000 sites, pour toi, ça peut te sembler énorme, petit individu humain que tu es, mais pour Google, c'est que dalle, en fait, d'accord. C'est comme la finance, celui qui investit 1 million d'euros, il croit que c'est énorme, à son échelle d'humain, d'individu, c'est énorme, à l'échelle de tout ce qui se brasse en finance, c'est que dalle. Voilà. Bon, ben là, c'est exactement pareil, il faut raisonner en termes macro. Mets-toi à la place de Google. C'est du bon sens, en fait, il faut se mettre à la place de Google. Dis-toi qu'il a je ne sais pas combien je vais pas dire m'avancer dans des chiffres parce que je dirais une bêtise, mais peut-être des millions de pages de sites à traiter chaque jour. Enfin, il y a des milliards d'informations, de pages à traiter, d'accord? Mais tu as des sites à l'appel, des sites informationnels, des blogs, des forums, des sites de presse, ok, Le Monde, etc. Enfin voilà, tu as tout un écosystème de sites, d'accord? Et toi, avec ton petit site d'individu à ton niveau, comment tu peux croire que ton petit site va être représentatif de l'ensemble des sites internet qu'il y a sur la planète? Okay. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte de la masse d'informations gigantesques que Google doit organiser chaque jour. Il y a un process à suivre, il y a l'indexation, ça commence par là. Avant de commencer par le ranking, tout commence par l'indexation. C'est pour ça qu'il y a d'énormes problèmes d'indexation depuis des années. Parce que voilà, il suffit de regarder l'évolution du nombre de sites qui a explosé. Tu regardes par exemple depuis 2010 à aujourd'hui, c'est juste incroyable et phénoménal, d'accord. Même malgré l'évolution des réseaux sociaux, des plateformes, Insta, Twitter et compagnie, il y a quand même la base, ça reste quand même le site internet, et il y a un nombre incalculable de sites internet qui sont créés chaque jour. Pour tout un tas de raisons. Il y en a une bonne partie, c'est quand même pour le spam, on va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de référenceurs qui faussent, on va dire, un petit peu la donne. Mais tout ça pour te dire, essaie de raisonner en termes macro. Tu peux pas, c'est un fantasme de croire, te dire, ok, oui, la WebPerf, par exemple, si j'ai pas 99 sur 100, ça peut impacter mon ranking. Oui, là, sur ma page, si j'ai pas ce critère-là, j'ai tel mot, je peux prendre une pénalité. C'est complètement fantasmagorique. Google, il a un nombre incalculable de pages à traiter chaque jour, donc il doit raisonner en termes macro. En termes macro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit simplifier au maximum le process. Alors, il y a souvent l'argument qui est avancé, de dire oui, mais Google, il a beaucoup de ressources, moyens humains, financiers, certes, il a énormément de ressources. Et certes, en absolu, il pourrait allouer des ressources supplémentaires, des process, on va dire, complexes à analyser pour justement toujours détecter, etc., le spam, les mises à jour. Sauf qu'à côté de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quand même une réalité économique. On n'est pas dans le monde des bisounours. Google, c'est une entreprise américaine, qui a pour mission principale, non pas d'organiser l'information à l'échelle mondiale, mais de faire un maximum de thunes. Voilà, ok. Donc il doit payer ses actionnaires,
en dividende, peu importe, ok. Donc pour ça, il doit rentrer un maximum de cash, faire un maximum de bénéfices, ok. Comment? Ben, ça se passe bien sûr par différents programmes, différents produits qu'il a, notamment le produit, la machine à cash phare, ben, c'est Google AdSense, surtout Google AdWords, ok, avec ses placements publicitaires. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de publicités. Mais tout ça pour te dire, au niveau SEO, les SEO, ils s'en battent clairement les couilles. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, détecter le spam, lui, la mission de Google, ce qui va l'emmerder, c'est de se dire, ok, bon les gars, pour simplifier le process, c'est de dire, ok les gars, à un moment donné, vous poussez le bouchon trop loin, c'est ce qui est passé quand il a sorti le manchot, le pingouin, ok. Il dit, ok les gars, vous avez trop abusé sur les angles de lien, on va sortir, on va siffler la fin de la cour de récré, on va sortir un algorithme simple qui va toucher, en fait c'est ça, la mission de Google quand tu as la quality team ou l'équipe spam, anti-spam et tout, c'est de dire ok, comment on peut faire, quel algo on peut sortir, un algo qui soit le plus simple possible, c'est-à-dire qui demande le moins de ressources moins de ressources en tant que tel, et qui puisse toucher un maximum de sites internet sans bien sûr qu'il y ait de dommages collatéraux, en tout cas le moins possible. Forcément quand tu as une masse aussi importante de contenu à gérer, ben forcément il y a des dommages collatéraux, c'est pour ça qu'il y a toujours des contre-exemples. Mais il faut toujours raisonner en termes statistiques. Okay, c'est ce qui s'est passé avec le manchot. Quand il a touché le manchot, c'est quoi? Il a touché sur le profil de lien, mais surtout sur les encres de lien. Et effectivement, quand tu analysais, moi ce que j'avais fait en 2012, j'avais analysé un nombre incalculable de sites internet pour justement le but qu'il se dégage une tendance, un point commun chaque fois, un pattern. Okay, et ce qui se dégageait, c'était ça, c'était les encres. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu avais un profil de lien, on va dire spammy, alors ça veut rien dire, il faut être concret, moi j'aime bien parler concret, on va dire 90% d'exact match ou plus de 50% d'exact match, même si tu en as encore sur certaines thématiques, quoi qu'on en dise. Ben, c'est assez facile pour Google à détecter la supercherie, à détecter ça d'un point de vue anomalie statistique. Okay, ce que j'explique dans l'académie, dans le niveau 2 sur le fonctionnement du PageRank, des algorithmes Google. Dis-toi que c'est des algorithmes imbriqués par couche et essaie de matérialiser ça comme un univers, on va dire, 3D. Et c'est assez facile, hein, c'est des principes mathématiques, c'est assez facile finalement à voir, à comprendre ces anomalies statistiques quand tu le schématises en termes 3D. Tu raisonnes avec des axes, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, ça n'a pas d'intérêt ici. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est d'essayer de résumer, on va dire, le web à une petite échelle qui soit facilement scalable et reproductible. C'est le système un peu de ce qu'on appelle des fractales finalement. Tu reprends un système un micro-système qui, à l'échelle macro, a le même principe de fonctionnement. Je ne sais pas si tu es très clair dans l'explication, mais c'est ça. Et donc, tout ça pour dire qu'à chaque mise à jour Google, si tu veux être serein dans les mises à jour, à partir du moment où tu respectes une stratégie cohérente, simple, tu ne vas pas dans les excès, tu ne vas pas rentrer en anomalie statistique, et retiens bien ce terme, parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est l'anomalie statistique, ce qui va déclencher les flags. Et ça, c'est valable dans n'importe quel algorithme. C'est valable d'ailleurs, il s'en donne à cœur joie depuis quelques années sur les impôts pour détecter ceux qui cherchent à gruger. Voilà, c'est le même principe, anomalie statistique. En fait, en termes algorithmiques, tu ne peux pas, c'est pour ça que quand on parle de qualité, moi ça me fait rire parce que ceux qui te disent le contenu de qualité, faire du bien de qualité, blablabla, c'est du bullshit, ça ne va absolument rien dire, c'est une notion subjective humaine. L'idée, c'est de traduire ça, la question à se poser, c'est comment tu peux traduire ça de manière algorithmique, c'est-à-dire avec un programme informatique, okay, qui va raisonner de manière binaire. Donc forcément, il faut que ça obéisse à des principes élémentaires simples, qui soient scalables et qui soient concrets. Un algorithme ne peut pas raisonner avec une notion de qualité. Même si c'est de l'IA et qu'il y a d'énormes progrès, quoi qu'on en dise, tu ne peux pas. La qualité, c'est subjective. Donc, essaie de toujours avoir ce raisonnement-là par rapport aux mises à jour. Raisonne en termes macro, ok, et en termes concrets. Ok, sur mon site internet, est-ce que mon profil de lien, comment est mon profil de lien? Est-ce que j'estime qu'il est naturel? Est-ce que j'estime comme ça en un coup d'œil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou pas? Qui peut déclencher un flag de suroptimisation au niveau de ma stratégie de netlinking? Est-ce que j'ai fait le bourrin? Est-ce que j'ai blasté avec du GSA sans réelle stratégie? Est-ce que j'ai envoyé beaucoup de liens sur mon money site? Est-ce que j'ai réparti la charge sur un réseau de sites? Comment j'ai fait? D'accord? Si ta stratégie est correctement effectuée, logiquement, tu n'as pas à t'inquiéter des mises à jour, en fait. Il y aura ça, je dis pas que le risque zéro n'existe pas. Ça fait partie du métier de référenceur. Tu as toujours un risque, et parce que voilà, Google, il n'est pas parfait, hein, ça reste un algorithme perfectible, et forcément, il y a ce que je te dis, malgré ce côté scalable et ce côté macro, il y a des dommages collatéraux, et quand il déclenche une mise à jour, il va rectifier, ton site peut avoir été impacté, on va dire, à tort, et au bout d'un moment, il va se rééquilibrer. Mais si tu restes dans les clous, forcément, tu auras un effet assez
progressif, d'accord? Si tu as des écarts comme ça, c'est qu'il y a une couille à un moment donné. Et ça, j'en parlais dans une prochaine vidéo sur les effets, par exemple, yo-yo, ceux qui se plaignent. Il y a plusieurs explications possibles. On en revient toujours à ça, les deux erreurs classiques, c'est le maillage interne et la stratégie. Et le point commun, c'est la stratégie. Ça, je vais y venir. Ok? Donc, raisonner en termes macro. Une autre chose qu'il faut bien prendre en compte, et ça peut paraître simple ce que je dis, mais pourtant, il y en a beaucoup qui font cette erreur. Enfin, ce que dit Google n'est pas ce que fait Google. Je répète, ce que dit Google n'est pas ce que fait Google. Google, tout ce qui se dit sur ses sites internet, développeur.google.com, sur ses Twitter, sur ses sites officiels, etc., avec ses porte-paroles, John Mueller, anciennement Matt Cutts et compagnie. Petit aparté, je préférais derrière Matt Cutts qui était plus marrant. Bref, tout ça, c'est de la com. D'accord? C'est la communication. Google, ses efforts principaux par rapport au SEO, c'est la guerre psychologique. Ok, il va chercher à faire peur. La peur, c'est comme ça que c'est ce qui permet de contrôler des masses, c'est ce qui permet de gouverner, etc. C'est utilisé depuis une paire d'années dans des structures, voilà, et Google applique ce principe-là. C'est exactement ce qui s'est passé avec Penguin. Ça a été un peu le règne de la terreur. Voilà, pendant 6 mois, 1 an, il y a personne qui avait osé faire des liens. Voilà, pendant plusieurs mois, c'est ce qu'on parlait dans une interview précédente avec Julien Jiménez, donc de Corleone. Ok, voilà. Et ça, tout ça, pourquoi? Parce que c'est un impact psychologique. Et d'un point de vue algorithmique, si tu comprenais d'où venait la douille, d'où venait la mise à jour, tu n'avais pas à avoir peur de ça. Mais c'est que l'impact psychologique a été plus fort que l'impact réel algorithmique, ce qui a été actionnable au niveau du moteur. Voilà. Donc toujours pareil, il y en a le problème, l'erreur qui est faite, et ça c'est une erreur numéro 1. Quand tu sais ça, tu sais, t'es meilleur, on va dire, que la majorité déjà. C'est que il ne faut jamais prendre au pied de la lettre ce qui est dit par Google. Google, en gros, si tu l'écoutes, là, tu vois, les contenus, tu faut jamais rien faire, quoi. Tu fais pas de lien, tu fais pas de contenu optimisé, tu fais pas en gros, la moindre chose, c'est une faille. Tu vas chercher à exploiter la faille de Google. D'accord? Donc, si tu l'écoutes au pied de la lettre, en version bisounours, t'attends patiemment, de manière passive, que ça se passe et tu brûles un cierge et en gros, ouais, et t'attends et peut-être avec un peu de chance, d'ici une dizaine d'années, tu peux espérer arriver à ranker en première page, voilà. Et sinon, tu as la manière proactive, pragmatique, de dire ok, ce que dit Google c'est bien, moi je vais expérimenter, je vais voir ce qui se passe. C'est le métier de référenceur en fait, c'est juste la base, hein. Voilà. Donc ce que dit Google n'est pas ce que fait Google. Pareil, si tu lis ces roundtables, la Search Engine Journal, Search Engine Land et Search Engine je sais pas quoi, c'est mimi tout plein le contenu qui rédige, mais c'est la version bisounours, d'accord? C'est en fait, t'as l'impression qu'ils sont payés, c'est des porte-paroles de Google, quoi. Il y a rien qui est dit, c'est du blabla blou. Le seul avantage de ces sites-là, c'est que de temps en temps, ça peut arriver. Tu peux avoir 1% de contenu vu ils rédigent beaucoup. Tu peux avoir des citations intéressantes, donc ils vont citer Black Hat World. Il y avait une citation une fois de John Mueller, si tu sais lire entre les lignes, qui était intéressante par rapport justement sur quand il y avait eu un bug sur les 301. Voilà. Et John Mueller avait donné l'explication par rapport aux expirés. D'ailleurs, aux 301, il suffit juste encore une fois d'interpréter le truc. Et c'était donné sur un de ces sites, je sais plus, Roundtable, Search Engine Island, je sais pas quoi. C'est donné aussi sur Twitter, hein. Tu le trouves sur Twitter, c'est juste qu'ils reprennent le truc, voilà. Ok. Mais là, regarde, si on s'amuse à faire un peu de veille, Google December, l'Xpam Update, blablabla, dis-moi quelle info il y a d'intéressant là-dedans. Voilà, on a le nom, tout ça, target. Donc si tu les écoutes, en gros, la mise à jour, c'est qu'ils vont targeter, ils vont cibler des sites qui vendent des liens. Alors, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ils font? Quel site ils ont touché? Comment tu peux croire, si t'es vendeur de liens ou si t'es acheteur de liens, si t'achètes ou vends des liens, comment tu peux croire, c'est un fantasme, comment tu peux croire que Google va détecter la supercherie? Si c'est bien fait, c'est quasiment impossible. Si c'est bien fait naturel. Alors encore une fois, c'est du bon sens. C'est sûr que si tu affiches ton réseau de sites, pour ça que ça me fait rire, ceux qui disent j'ai un réseau de sites privé et qui l'affiche sur Twitter ou sur les catalogues et tout, je veux dire, moi je suis à la place de Google, je paie un mec, quality rater ou peu ce que tu veux, une équipe manuelle, c'est facile, hein, tu fais de la veille sur un réseau, paf, tu te fais une base de données, merci, au revoir, c'est le principe du spam report en fait, c'est comme ça qu'il détecte. Mais ça encore une fois, je veux dire, dans ce cas-là, faut pas pleurer. Tu donnes le bâton pour te faire battre. Si tu as un réseau de sites privé, que tu le fais dans les règles de l'art, c'est-à-dire que, par exemple, moi, sur mon réseau de sites, il est entièrement cloqué que pour Google, pas uniquement pour les bots Majestic et compagnie, parce que je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est Google, tu le cloques que pour Google, et c'est que ton réseau de sites, c'est-à-dire que tu n'ouvres pas à la vente de liens, même si c'est tentant d'un point de vue rentable, on m'a posé plusieurs fois la question. Et dans ce cas-là, t'as pas de souci, en fait. D'accord? Donc là, ça touche, voilà, les sites qui achètent des liens. Donc autant te dire que si c'était réellement le cas, il y a 90% du web qui serait par terre, d'accord? Donc encore une fois, c'est du bon sens. Il faut activer sa matière grise, il faut raisonner un petit peu avec un raisonnement un petit peu, pragmatique, voilà, blablabla. Bon, en fait, tout ça, encore une fois, c'est ce qui est dommage finalement, c'est que voilà, c'est du blabla, mais il y a rien de concret en fait. Search Engine Journal, nanana, Google confirme,
Update, blablabla, blablabla, update, no unify now. Bon, alors à un moment donné, il est dit que Google utilise pour la première fois le détecté spam brain basé sur l'IA. Bon, pourtant, si tu vas à la source, vaut mieux aller à la source. Si tu dis donc lutter contre le spam d'un lien avec spam brain, système de prévention de spam basé sur l'IA. D'accord? Et il te dit qu'il l'utilise en 2018. Donc, je pense pas que 2022 soit la première fois que ça a été déployé. Bref. Donc là, en gros, si tu écoutes Search Engine Journal, en gros, la link update, donc, c'est si tu utilises des liens d'affiliation. Voilà. Donc, en gros, tous les sites affiliés, si tu les écoutes, sont dégommés. Donc, encore une fois, c'est un pan du web qui tombe. Tu vois, c'est pour te donner des exemples concrets, c'est des analyses, des pseudo-analyses qui sont décousues, qui n'ont aucune, qui ne sont pas vérifiables, en fait, qui ne sont pas vraies dans la réalité. Ce n'est pas vrai. D'accord? C'est juste du bon sens. Search Engine Land, blablabla, as confirm, blablabla, blablabla, first time. Voilà, c'est la first time, c'est la première fois qu'il l'utilise. Ok. Why we care, blablabla, voilà. Et là, tu as lu ce contenu, t'as absolument rien appris. Tu ne sais pas concrètement, comment fonctionne la mise à jour. Voilà. Donc là, ensuite, on va à la source. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Search Engine Land, qu'est-ce qu'on a? C'est le même. Donc là, maintenant, on va aller à la source. Allez, on va quand même rigoler un petit peu 5 minutes. Alors, Search Engine Land, qu'est-ce qu'il dit encore? Spam algorithm update, blablabla, blablabla. Voilà. Donc la spam update, ça cible un petit peu tout finalement. Hein. Si tu les écoutes, ça cible les sites pirates, les sites piratés, ceux qui achètent des liens. Bon, bref, c'est toujours le même refrain qui revient depuis une dizaine d'années, quoi. Hein. Voilà. Blablabla. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Il y a quand même une dissociation qui est faite ici, c'est que effectivement il différencie la helpful content algorithm qui touche le scene content, c'est-à-dire le contenu, la bouillie en fait, a fait la génération de contenu automatique, et la spam update qui va toucher plus le hacking, les sites piratés. Voilà, ça c'est quand même intelligent, c'est plutôt intéressant, c'est vrai. Il n'y a pas un mélange des genres qui est fait, donc ça c'est bien. Blablabla. Voilà. Et il y en avait un qui disait en gros, si tu veux pas avoir de soucis sur les mises à jour, il te suffit de suivre les guidelines de Google. Voilà, qui encore une fois ne veut absolument rien dire. Donc là, il y en a un qui s'est plaint de la Google Spam Update en 27 octobre 2002. Il y en a un qui l'a dit, voilà, ça vient de ton low quality content, ça vient de ton contenu de faible qualité. Voilà, toujours cette notion de qualité qui ne veut absolument rien dire d'un point de vue algorithmique. D'accord? Voilà. Essayez de me traduire la notion de qualité d'un point de vue algorithmique. Je serais très curieux de voir ta proposition, ton programme, ton code, ton script. Donc là, ici, on a un contenu, ok. Alors certes, ce contenu, c'est sûr que la structure du site, ça fait pas rêver. Mais crois-moi qu'il y a bien pire. Tu vois ça sur des sites de presse, Le Monde, Figaro et compagnie, t'oses même pas naviguer avec ton smartphone. Pourtant, ça tient. Pourquoi? Parce que ces sites-là, je le répète, ils ont l'autorité. Et la vérité, c'est que quand tu as l'autorité du domaine, tu peux te permettre certaines choses et le contenu, voilà. Okay. Donc là, effectivement, on voit bien sur Search Engine Land, il y a un article intéressant qui a été publié il y a pas longtemps, au moment où je fais cette vidéo, le 28 mars 2023. Donc sur les core updates, juste pour finir là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un article rédigé donc par Bruce Clay. Bruce Clay, j'en ai déjà parlé, c'est l'inventeur, enfin en tout cas c'est celui qui a introduit la notion de silo sémantique dans les années 2000, même avant je crois. Et donc effectivement, il apporte une analyse, comment dire, où il est d'accord avec moi finalement. C'est assez du basique. Ce qui est dit dans l'article, donc je te laisserai en prendre connaissance. Grosso modo, c'est qu'en gros, quand tu as une mise à jour Google, tu peux rien faire du tout. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre toutes les chances de ton côté en appliquant des règles élémentaires. Tu vois ce qu'il dit par exemple, Google say, nanana, s'il y a une mise à jour qui impacte ton site, voilà, il n'y a rien qu'en gros, you don't have anything wrong to fix. Il n'y a rien que tu puisses fixer, ok? There is nothing wrong with your page, nanana, il y a aucun, enfin en gros, il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est faux avec les pages qui ne performent pas. En gros, c'est juste qu'il y a une mise à jour qui ajuste en permanence et juge d'après leur système si telle page est plus ou moins pertinente. Et en gros, tu peux pas faire grand-chose. Ça ne veut pas dire effectivement que ta page, à l'instant T, si tu as pris une pénalité ou ton site viole les guidelines, c'est ce qu'il dit ici. C'est juste que la mise à jour fait que il y a des gagnants et des perdants et c'est comme ça. Et donc, en gros, il te dit que voilà, in fact, diagnosing correct, target specified, ici, change by improving, set comme temps de valeur. Bon, en gros, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Il dit qu'en gros, la mise à jour, c'est toujours dans le but de mettre en avant les contenus de qualité. Ok, même si je t'ai dit, la notion de qualité, c'est subjectif d'un point de vue algorithmique. Mais voilà, what's really you can fix, you can't, voilà, ce qu'il te dit, tu peux pas fixer une core update en gros. Ok. Mais par contre, effectivement, ce que tu peux faire, c'est de mettre les best practices, c'est-à-dire que tu peux te donner toutes les chances, on va dire, de ton côté, en utilisant les meilleures, on va dire, pratiques de référencement, justement, c'est ce que j'essaie de te dire à travers cette vidéo, pour traverser au mieux les updates. Et les meilleures pratiques, c'est tout simplement du basique, mais de la stratégie, du contenu, des liens, de la stratégie, de ce qui fonctionne.
Ok, tatati tatata. Bon, je te laisserai en prendre connaissance. Comment, donc en gros, tu peux improve, comment tu peux améliorer ton site et justement passer au travers du filet de ces mises à jour. Bah, tu vois, c'est toujours la même chose qui est dite. Alors, make the content better, ça, j'aime pas trop ces trucs-là parce que ça, pour moi, c'est abstrait, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment traduire ça d'un point de vue algorithmique. Fais un meilleur contenu et en gros, c'est ce qu'il dit, tu vois, blablabla. Same answer, great content. Voilà, du contenu de qualité, mais ça ne veut rien dire. Mais en gros, moi, ce que j'ai un conseil à te donner d'un point de vue pragmatique, c'est ce que j'explique dans cette vidéo. C'est faire un contenu unique. C'est pas vraiment du contenu de qualité, c'est du contenu unique qui réponde au topic, à la thématique. D'accord? Tu fais un silo sémantique, un silo avec un maillage interne. Tu appliques une bonne stratégie, une stratégie cohérente, ce que j'explique dans l'académie, et également une stratégie de netlinking. Voilà. Du B à bas, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Et en fait, si tu fais ça de manière correcte, ben, en gros, tu maximises tes chances de passer au travers des mises à jour. C'est ce qu'il dit au travers de cet article. Et je suis d'accord avec ce qui est dit en gros. Tu vois, silo, donc tu fais un silo sur ton site, tu valides le maillage interne. Et après, bah voilà, tu fais un audit SEO, voilà, vu que lui, il est friand des audits. Mais en gros, oui, le principe est le même. Tu vérifies, en gros, tu fais un contrôle technique de ton site à l'instant T, de manière périodique. Bon, là, il t'explique la notion de silo. Justement, c'est ce que j'ai expliqué. J'en ai déjà parlé, il y a l'URL de son site, donc il a introduit la notion de SEO siloing, donc de silo sémantique. Et en gros, voilà, il le dit, SEO siloing, c'est une technique qu'il a inventée dans les années 2000, plus l'année exacte. Et en gros, bah voilà, qui marche très bien pour asseoir justement la relevance on topic, le contenu thématique, voilà, tout simplement. Voilà, ok. Donc c'est des principes élémentaires, voilà, du silo sémantique, du maillage interne. Et après l'audit, ok, nanana, nos garanties. Bon voilà, en gros, je te laisse vraiment prendre connaissance de cet article, mais ça reflète vraiment ce que j'essaie de t'expliquer dans cette vidéo. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est du bon sens, de garder la tête froide en appliquant des règles élémentaires de référencement. Les règles n'ont pas changé depuis le début. Il y a les techniques qui évoluent, mais les règles restent les mêmes et c'est surtout, encore une fois, la stratégie. Ok. Là, par exemple, tu as l'exemple d'un guideline Google, en gros, le fameux guideline pour le Search Engine Search Quality Evaluator Guideline pour les Quality Raters, où en gros, tu vois, ça fait 167 pages, le dernier en date, 2022, donc il est régulièrement mis à jour. Il te donne, on va dire, une trame à suivre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'erreur qui est faite dans l'interprétation, c'est qu'attention, c'est un guideline qui régit, on va dire, les bonnes pratiques attendues par Google à l'intention des quality raters. Ça ne veut pas dire ce qui est dit, ce qui est mentionné dans ce guideline, que c'est traduit dans l'algorithme. C'est deux choses vraiment différentes. C'est ce qui est attendu dans l'idéal. Si un quality raters qui évalue ton site, donc dans le cas d'une pénalité manuelle, il va pouvoir se servir, c'est comme un cahier des charges finalement pour juger de ton site s'il est pertinent ou pas d'après lui. Donc encore une fois, c'est à partir où c'est un humain qui l'interprète, c'est subjectif, mais là c'est une grille qui se veut quand même l'avantage la plus objective possible parce qu'il y a quand même des critères attendus qui sont indiqués. Voilà, d'accord. Donc ça c'est quand même intéressant. C'est quand les quality raters ils étudient les sites, d'ailleurs pas forcément dans le cadre de pénalités manuelles, c'est vraiment des jobs payés pour ça. Ils vont faire remonter l'info donc auprès de Google et en fonction des feedbacks, Google va essayer de traduire ça, d'implémenter ça dans l'algorithme s'il y arrive de manière simple, scalable, parce que comme je te dis, il y a toujours cette notion de rentabilité. Ok. Donc c'est quelque chose à lire, à prendre en compte, sert d'élément de réflexion, mais pas à prendre au pied de la lettre, d'accord. C'est pour ça que notamment il y a souvent la confusion qui est faite sur le EEAT. Alors maintenant c'était l'EAT, maintenant c'est le EEAT. Voilà, expérience, expertise, autorité, trust. C'est quelque chose qui sert quand tu optimises un site, voilà, s'il y a une PNA ou un truc comme ça. Mais ce concept-là, ça ne veut pas dire qu'il est introduit dans l'algorithme tel quel. D'accord. Ce qui fait souvent la différence, c'est toujours la même chose, c'est l'autorité du domaine. Voilà, ok. C'est des pistes de réflexion, mais il faut pas prendre tout au pied de la lettre. Ok. Mise à jour de décembre, PampBrain, le système le plus avancé, patati patata. Voilà, en gros, Google il est super intelligent, il arrive à tout détecter. Sauf que si tu regardes les SERP, à chaque update, il y a toujours des sites spammy qui performent. Voilà. Quand je dis performent, il se prend des increases de ranking, il se prend des augmentations de fou. Voilà. Okay. Parce que, encore une fois, tu ne peux pas, il raisonne qu'avec des patterns. Et si, encore une fois, si tu as une stratégie grossière, d'accord, forcément, tu vas te faire shooter. C'est assez facile, tu vas être dans le radar. Mais si ta stratégie est un minimum subtile, maligne, je veux dire, ça va bien se passer pour toi, quoi. Et même en ce qu'on appelle le black hat ou en contenu automatique et compagnie. Ce qui se passe, c'est un phénomène, ça, c'est même pas, c'est propre à n'importe quelle stratégie. Alors, c'est vrai que c'est plus marqué si tu as une stratégie de black hat, c'est-à-dire une stratégie, voilà, basée sur, tu vas faire des liens GSA et compagnie, tu vas faire le bourrin, du contenu automatique et tu vas envoyer des liens en masse.
effectivement, l'érosion est plus... alors, ce que j'appelle une érosion, c'est comment dire, une érosion, c'est-à-dire qu'une baisse progressive ou significative de ranking. Voilà. Effectivement, sur ce genre de site-là, pour l'avoir testé, c'est quand même plus marqué que sur un site, on va dire, classique. Mais c'est assez logique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il faut raisonner en termes algorithmiques. C'est beaucoup plus facile à détecter pour l'algo un site spammy qui va générer des milliers de pages, bully et compagnie, pareil, tu vas blaster du lien, etc. Que si tu fais un site classique, on va dire, un minimum dans les clous, tu vas faire des dizaines, tu vas générer, je sais pas moi, des dizaines de pages manuelles par jour, ou tu peux d'ailleurs automatiser, c'est pas un problème, ça dépend surtout de la stratégie et comment c'est fait. Mais si c'est bien fait, si tu passes par des rédacteurs web ou peu importe que tu passes par l'IA et compagnie, encore une fois, ça dépend de ta stratégie, comment c'est fait, si tu le mixes, si tu as un programme maison. Mais ça tient beaucoup plus dans le temps. Par contre, pourquoi il y a une érosion? Parce que sur les sites Black Hat, le pattern est plus facilement identifiable. Mais dans tous les cas, même si tu as un site classique, peu importe ta stratégie, tu peux arriver avec une bonne stratégie, c'est ce qui se passe justement sur les sites de mes clients, tu peux arriver à maintenir une certaine inertie, d'accord, un certain flow, mais dans tous les cas, ce n'est pas miraculeux. Alors ça, c'est quand même une des grandes évolutions, je trouve, majeures par rapport à, il y a quelques années, je dirais, peut-être 2000, c'est difficile à situer, mais dans les alentours de 2012 à peu près, 2013, si tu faisais le taf et tu maintenais pas trop ta stratégie de netlinking ou un truc comme ça, tu arrivais assez facilement à maintenir dans les premières positions. C'est vrai que maintenant, depuis quelques années, c'est pour ça que c'est quand même plus usant. Ça demande vraiment un côté cyclique une présence, on va dire, plus forte, régulière. C'est-à-dire concrètement, au jour d'aujourd'hui, si tous les mois, tu ne fournis pas du lien régulièrement, du contenu régulièrement, que tu n'as pas une régularité dans ta stratégie, même si tu es en première position, à un moment donné, tu vas pouvoir maintenir. Moi, c'est ce qui s'est passé sur un site de niche, là. À un moment donné, j'avais blasté et j'avais ranké, donc je dominais les premières positions pendant, je crois que 50, comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis un peu reposé sur mes lauriers, j'avais la flemme, je me suis dit, allez hop, je fais autre chose, tac, laisse reposer. Et donc ça a tenu. Et au bout d'un moment, pouf, tu as un phénomène, ce que j'appelle de décrochage, pouf. Et là, ton site, clac, il drop. Mais il drop, c'est pas que tu t'es pris une pénalité en soi, encore une fois, c'est une erreur d'interprétation. C'est juste que Google se dit, ok, le site, il est plus entretenu, il y a plus de fraîcheur finalement, cette notion de fraîcheur. Du coup, j'ai un doute, boum, je le relègue. Voilà, ok. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est important, de maintenir toujours cette espèce de cadence. Voilà, de cadence, faut que ça tourne en régulier. Ok. Allez, on va accélérer. Ce que les SEO donc disent n'est pas toujours vrai. Ça c'est vrai. Hein, chacun y va de son analyse. Ce qu'il faut faire, en gros, c'est te dire, ok, tu prends tout ce que tu peux prendre. Ce que le mec il dit, le mec ou la nana, il te dit il te fait part de son analyse ou de ses expériences, de ses tests, peu importe. Tu prends pas pour argent comptant. Tu analyses avec ton cerveau. Tu mets en œuvre ta faculté de discernement. Tu testes pour confirmer, infirmer l'hypothèse qui est avancée. Et tu t'appropries l'expérience. Tu vois si ça te parle ou pas. Si toi, ce que dit ce mec-là, si toi, dans ta réalité de ce que tu vois, ça se confirme ou pas. D'accord? C'est ça le plus important. Ok? Ensuite, s'appuyer sur de la data et des tests, ça c'est quand même le b.a.-ba du métier. Alors un exemple de site intéressant pour faire de la veille, moi un site que j'aime beaucoup, en ce moment je crois qu'il publie un peu moins, c'est dommage, mais c'est Systrix. Voilà, Systrix c'est un logiciel SEO qui est connu, en tout cas qui pour moi s'est fait connaître vraiment pour ses très bonnes analyses. Il y en a un notamment, là, je sais pas son nom, mais c'est Nico SEM, je sais pas quoi, sur Twitter, là. Il publie vraiment des billets intéressants. Et tu vois, là, tu as une URL là, qui répertorie notamment les updates. Et là, il a fait une analyse sur la fameuse link spam update, là, tu vois. Où pour une fois, je trouve l'analyse malheureusement pas trop intéressante. Les conclusions, je suis pas trop d'accord, mais dans tous les cas, ce que j'aime bien là-dessus, c'est que c'est vraiment une approche pragmatique. Voilà. Ils se basent sur la data qu'ils ont. Voilà, tac, tac. Et à toi de te faire. Donc, ils ont leur interprétation par rapport à ce qu'ils vont. Tu es d'accord ou pas, ça c'est encore une fois, tu t'appropries l'expérience, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Comme là, tu vois, je trouve que leur analyse, la plupart du temps, très cohérente, je suis plutôt en accord avec ce qui est dit. Là, sur cette-là, je ne suis pas trop d'accord, ça ne me parle pas, mais ça n'empêche pas le fait que ce que j'apprécie, c'est que c'est très intéressant, c'est très agréable à lire. Et c'est un contenu où vraiment, là, on pourrait avoir cette notion de ce qu'on appelle de qualité. Voilà. Une fois que, quand tu as lu ce contenu, tu es avancé. Tu es avancé dans le sens où ça te donne des pistes de réflexion,
dire ok, putain, il dit ça, mais il dit pas n'importe quoi parce qu'il se base sur des données, tu vois, il te passe des graphiques, sur ce qu'il a analysé, tac, tac, etc. Tu vois, tu as des analyses pertinentes comme ça qui sont chiffrées, comme Backlinko, Href que j'aime beaucoup, c'est des billets très intéressants. Viperchill aussi, que j'aime beaucoup, avec son fameux article qu'il a mis à jour, mais que j'avais beaucoup aimé, la Google Control, un des excellents articles. Et c'est pareil, j'aime beaucoup ces contenus-là, ces articles qui sont très très intéressants, où il y a vraiment ce qu'on pourrait appeler du contenu de qualité. Il y a la data, ça apporte quelque chose, ok, voilà. Donc là, il a analysé, alors je sais pas pourquoi, principalement, je crois qu'il me semble, si je dis pas de conneries, sur des Yucca. Voilà. Sur Yucca, et tu vois, il en est arrivé à la conclusion, pour lui, ce qui a déclenché, ce qu'il a vu en point commun en red flag, en drapeau rouge, c'est en gros, pour lui, ce qui est suspect, c'est que 75% des e-com links, donc des liens entrants, proviennent du point net. Bon, pour moi, c'est pas un problème, même si effectivement, à un moment donné, je sais pas si c'est toujours le cas, je crois pas, il y avait Google qui avait tapé sur les .co.uk parce que, encore une fois, ils avaient raisonné en termes d'anomalies statistiques et ils avaient vu que les .co.uk, il y avait une vague de spam là-dessus. Et là, par contre, il y avait eu d'énormes dommages collatéraux parce que ça avait touché tous les .co.uk. Et si j'ai pas de conneries, c'est sur cette extension où carrément ils les avaient blacklistés. Donc ça, c'était énorme. Je crois d'ailleurs, c'est la première fois à ma connaissance où il y avait vraiment un effet aussi massif. Voilà. Ensuite, ils les avaient vraiment pris en grippe. 96% de follow link. Ça, c'est pas du tout gênant pour moi qu'il y ait 96% de liens do follow. Au contraire, s'il y avait 96% de no-follow, à l'inverse, ça serait pas naturel. Le lien, à la base, c'est le sang du web. Avant, ce qu'il faut bien comprendre, beaucoup de gens qui n'ont pas connu cette époque ont tendance à l'oublier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base, l'attribut nofollow n'existait pas. Je répète, l'attribut nofollow n'existait pas. C'est un attribut qui a été, il me semble, inventé par Google, mais en tout cas, ça n'existait pas. Donc, à la base, 100% des liens étaient en dofollow. Donc, encore une fois, c'est du bon sens. Donc, c'est hyper naturel. Alors, forcément, oui, depuis que l'attribut nofollow existe, forcément, les sites connus, Wikipédia, MediaPress, quand là pour lutter contre le spam, parce qu'il me semble que ça a été mis en place par Google. En tout cas, ça a fortement été favorisé. Et du coup, voilà, maintenant, tu as beaucoup de nofollow par effet de bord qui a été adopté. Donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, avoir 100% de follow, ça peut paraître pas trop naturel, mais en soi, c'est pas du tout déconnant. Pour moi, tu le retrouves de manière très fréquente, 80% des profils de liens là-dessus, c'est pas l'indicateur pour moi de spam. Ok, voilà. Par contre, effectivement, alors, tu vois, c'est pareil. Là, 80% ils disent de liens qui viennent depuis des sites tout petits. Pour moi, c'est pas vraiment gênant. Effectivement, toute proportion est gardée. Je pense que ce qu'il veut dire, à mon avis, il a fallu qu'il approfondisse. Je pense qu'il veut dire, c'est vraiment des liens. Il veut dire par là des sites tout petits qui ont vraiment pas du tout de TF. Effectivement, là, ça peut paraître pas trop naturel. Mais pour moi, là où je nuancerai le propos, c'est qu'en gros, pour moi, c'est complètement naturel d'avoir 80% de petits liens. Enfin, encore une fois, ça dépend le site. Si tu as un plombier à Lyon, c'est complètement naturel que tu aies 80% de petits liens. Parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait cette notion de cohérence. Enfin, c'est logique à un moment donné que les liens, les gens qui vont parler autour de toi sont, on va dire, à même niveau, même classe sociale, si on peut dire. Ok. Par contre, ce ne serait pas du tout naturel si tu avais 80% de tes liens, c'était un site de plomberie qui vient des sites d'autorité, Le Monde et compagnie, c'est pas du tout naturel. Enfin, encore une fois. Par contre, si tu es un site, c'était un site, j'en sais rien moi. Un mec, tu vois, des exemples que je viens qui me viennent comme Backlinko ou des trucs comme ça. Ça peut être cohérent que tu aies beaucoup de liens d'autorité, mais malgré tout, des liens d'autorité, c'est quand même noyé sur une masse de petits liens. Tu ne peux pas avoir 80% de liens d'autorité. Pour moi, c'est l'inverse. Tu es en anomalie statistique, ce n'est pas du tout naturel. À part certaines typologies de sites vraiment spécifiques, comme les sites de presse, Le Monde, Le Figaro et compagnie, qui ont vraiment une autorité, on va dire, naturelle. Mais même sur cette masse-là, il faudra recouper. Je suis quasiment sûr qu'ils ne sont pas 80% de liens d'autorité. Donc voilà. Par contre, effectivement, je pense que ce qui veut dire, effectivement, extremely small sites, c'est des sites tout petits qui ont vraiment... parce qu'effectivement, les sites de spam, tu le vois, en fait, souvent, l'anomalie statistique qui est assez simple à schématiser en termes de pattern, c'est effectivement des sites, tu vas avoir, par exemple, 80%, effectivement, de ce qu'il peut dire, 80% de sites, on va dire, qui ont zéro jus, de sites satellites ou de petites expi, tout ça, et qui vont t'envoyer du lien en masse. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il veut dire, effectivement, là, oui, ça rejoint quand tu veux acheter de l'expi, que tu vois des petits TF, on va dire, et avec beaucoup de liens, beaucoup surtout de liens entrants, notamment avec le ratio, on va en parler, liens entrants RD. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là, effectivement, là-dessus, je suis assez d'accord avec ça. Ensuite, 16% de liens qui viennent depuis les blogspots. Bon, les blogspots, oui, c'est un indicateur. Après, bon, c'est pas trop... Si tu recoupes, pourquoi pas, mais voilà. Mais en tout cas, ça n'empêche pas, ça n'enlève à rien le fait que j'aime beaucoup les analyses, c'est très agréable à lire, c'est très bien sourcé, il y a la data, voilà. Encore une fois, si tu fais de la veille, appuie-toi sur la data, ok ? Ensuite, le SEO, donc effectivement, ça repose sur deux axes.
Ça a toujours été le cas. Contenu, lien. Mets de côté vraiment. Et en fait, l'erreur, c'est de te compliquer la vie inutilement. Il y a beaucoup de choses qui sont dites au jour d'aujourd'hui parce que ça donne de la matière. Les gens ont besoin de matière pour parler, en fait, parce qu'ils savent pas trop quoi dire. Mais si tu veux, tout ce qui est, il y a beaucoup de branlettes quand même, tout ce qui est crawl, webperf, etc., etc. C'est pas ça le plus important. Ça, en fait, tous ces trucs-là, c'est important sur des cas spécifiques. Par exemple, sur des sites à forte volumétrie, oui, ce qu'on appelle le budget crawl, ça va être important d'y regarder. Sur des sites à forte volumétrie, effectivement, l'indexation, 100 000 pages, ça peut avoir un impact. Effectivement, 1 million, bien sûr, parce que c'est encore une fois, c'est le côté massif. La webperf, bien sûr. Mais si tu es sur un site vitrine, un site ou alors d'une dizaine de pages, la webperf, l'analyse de crawl et compagnie, ça ne sert strictement à rien. C'est pas là, en tout cas, c'est pas la priorité dans un audit. Ok, voilà. Donc, déjà, le contenu et les liens. Ça a toujours été ça, ça tourne autour de ça. Tu as l'aspect, bien sûr, technique, les performances du serveur, tout ça, encore une fois. Ça y joue beaucoup. Mais déjà, si tu te concentres sur ces deux axes principaux, contenu-lien, tu as 80% des problèmes qui vont tourner autour de ça. Ok. Et le pilier de tout ça, qu'est-ce qui articule le contenu et les liens? C'est la stratégie. C'est pour ça que je le répète, tout part de la stratégie. Et c'est pour ça, dans le programme de l'académie, la valeur ajoutée du programme, au-delà des tips, des techniques et compagnie, c'est la stratégie. Pour moi, la réussite justement d'une stratégie SEO, d'une campagne SEO, c'est la stratégie. Si tu es en première position, c'est grâce à une bonne stratégie. C'est pas que tu as acheté les meilleurs liens, c'est pas que tu as le meilleur contenu, c'est que tu as la meilleure stratégie par rapport au deuxième, troisième, par rapport à tes concurrents. Si tu arrives à rester 6 mois, 1 an, 4 ans, 5 ans dans les premières positions, c'est que tu as une bonne stratégie, une meilleure stratégie que tes concurrents. D'accord? Si tu te prends une pénalité, c'est que tu n'as pas la bonne stratégie ou que tu as foiré dans ta stratégie. D'accord? Ta stratégie est bancale. Tout part de la stratégie. Okay? Donc, si ta stratégie est cohérente, progressive et soft, pour moi, c'est OK, tu n'as pas à être inquiété des mises à jour Google. Ça, c'est quelque chose de fondamental, de basique qui est souvent oublié. Alors, encore une fois, je le répète, ceux qui vont chercher la petite bête et qui vont dire, voilà, qui vont essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ah, mais si c'était aussi simple, patati patata. Encore une fois, il faut écouter ce que j'ai dit dans la vidéo. OK. Le risque zéro n'existe pas. Tu peux avoir des P foireux. Mais dans tous les cas, ce que je peux t'assurer par expérience, si ta stratégie est bonne, tu auras, sur le long terme, tu n'auras pas à être inquiété des mises à jour Google. Ta courbe, si tu regardes ta courbe de trafic, elle va être progressive. Et moi, c'est le cas sur les sites clients que j'accompagne et sur mes propres sites. D'accord? Voilà. Ça, c'est mathématique. Et c'est pas un truc, c'est le référencement, quoi. C'est le fonctionnement. Je veux dire, c'est la base. Il faut mettre sur papier, en fait. On a des. Alors, on utilise effectivement des PC. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, etc. Il y a plein de logiciels, etc. Mais faut penser, faut rester à mon avis très simple. Moi, là où j'ai explosé en référencement, en 2008, là où j'ai explosé dans les résultats, c'est le jour où j'ai pris un crayon, une feuille de papier et j'ai mis à plat la stratégie. J'ai schématisé la stratégie. Et c'est quand j'ai mis en place une stratégie cohérente, efficiente, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, que les résultats ont explosé. Alors derrière, bien sûr, après il y a eu les outils, ça va sûrement pas te parler, il y a eu LFE, Link Farm Evolution et compagnie, SEO Link Pro, Synuck et compagnie. Oui, j'ai eu d'excellents résultats grâce à ces outils. Pourquoi? Parce que j'avais appliqué la bonne stratégie. Mais si ma stratégie à la base n'était pas bonne, était foireuse, t'as beau acheter le meilleur lien que tu veux, avoir le site que tu veux, l'explique que tu veux, l'outil que tu veux, ça change rien du tout, hein. Voilà. Donc, sa stratégie. Donc, par exemple, si tu fais un blast GSA, XSwimmer qui est non maîtrisé, tu prends le logiciel GSA, paf, tu utilises pas de captcha, tu utilises pas de VPS, tu utilises pas de liste, tu prends la liste basique, voilà, tu essaies de bourriner, d'envoyer tous les liens que tu peux avec des exact match, des liens opti, n'importe comment sur ton money site, et tu vas t'apercevoir que ça marche pas, tu n'as aucun résultat, ou 2, ton site est plombé et t'as pas de ranking. Et dans ce cas-là, tu vas dire, le site, le logiciel, c'est de la merde, ça marche pas, ça marche plus, etc. Non, c'est juste que ta stratégie, c'est de la merde. Ok, voilà. Ça reprend la stratégie. L'outil ne fait pas le moine, c'est la stratégie. Donc, si c'est pas maîtrisé, il y a un problème potentiel et donc tu t'exposes à une mise à jour. La mise à jour, elle est là pour justement, c'est le cas de dire, mettre à jour, voir où t'en es. En gros, c'est l'heure de vérité, la mise à jour Google. C'est un peu ça. Ok. Si ta stratégie de netlinking, elle est non maîtrisée, pareil, problème potentiel, tu t'exposes à un risque. Mais il n'y a pas besoin d'être devin, d'être ingénieur ou quoi, c'est du bon sens. Voilà. Donc c'est pareil, si ta stratégie de netlinking, tu ne sais pas comment on fait, si tu achètes des liens à tiers largo, du lien opti et compagnie, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas vers quelle page tu pointes les liens, etc. Encore une fois, c'est normal que derrière, tu n'as pas les résultats escomptés. Et ça ne sera pas un problème de mise à jour. La mise à jour ne sera qu'une conséquence. Okay. Si ta stratégie est bonne,
Il n'y a pas de raison. Ensuite, un exemple de site, alors un exemple concret, un exemple de site qui pue le spam. Par exemple, ce site-là. Donc ça, on va l'enlever. Google Update. Ça, tu vois, c'est intéressant. Je te dis, c'est strict. Donc ça, blablabla, mise à jour, blablabla. Voilà. Site update. Tu vois, un site, là, si Pick-up-Pomme, là, un site anglais, l'anglophone, tu filtres sur la requête casino, tu as 279 résultats. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 279 pages qui parlent de casino. Tu enlèves casino, tu vois le nombre de pages, tu as 9750 résultats. Le site, c'est quoi? T'as pas besoin de faire un audit de fou, hein. En 2 minutes, 2 secondes, c'est fait, tu vois de quoi le site il parle. Donc ça, je sais pas, j'imagine c'est un fake persona, la nana, elle n'existe pas, mais peu importe qu'elle soit vraie ou fausse, on s'en fout. On voit ici que c'est un blog, donc sûrement soi-disant tenu par une certaine Mélissa, je sais pas, à mon avis c'est un fake profil, mais bon bref, on voit que c'est un blog qui parle de travel, de récits, en gros, donc de voyage, de cuisine, etc. Donc c'est le blog de Micheline et compagnie, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, ça, à mon avis, par expérience, je suis à peu près sûr que c'est du fake persona et ça va être un site fait par un référenceur ou un marketeur ou un truc comme ça. Et dans tous les cas, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un site comme ça, sur 9750 résultats, t'as 200 et quelques pages, parle de casino, d'accord? Soit ça a été hacké, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Parce que ça veut dire que soit le mec il est vraiment con, ou alors le cas le plus probable, ça veut dire qu'il a cédé à la sirène d'achat de liens, il achète des liens vers casino. Mais faut pas t'étonner derrière, faut pas pleurer si ton site il se fait striker par une mise à jour Google. Ça sert à rien de faire ouin, c'est du bon sens encore une fois. Faut pas non plus prendre Google pour un con. Ok, parce que ça en termes macro c'est facilement. Enfin je veux dire t'as pas besoin de faire lancer un outil comme Screaming Frog pour voir ça. Voilà. Ça c'est facilement comment dire transposable d'un point de vue algorithmique. Voilà. Ok, donc voilà, 231 pages ou sur 9750, bon la valeur absolue on s'en fout, c'est de voir la répartition sur un blog censé parler de voyage et de cuisine. Donc incohérence thématique, CF théorie des graphes et page thématique que je parle dans le niveau 2 sur l'académie, il faut raisonner effectivement comme un cube 3D. Tu vois bien qu'ici la thématique, on est sur une typologie de site blog par rapport à l'algorithme Phil qui classifie les sites en fait, par typologie, blog, site vitrine, etc. Donc on est sur un blog, on est sur une thématique voyage qui va parler alors un peu, et alors déjà tu vois voyage cuisine, bon déjà c'est plusieurs thématiques, mais bon. C'est sur un blog, l'avantage du blog, c'est que tu peux, comme un site généraliste, tu peux parler un peu de tout n'importe quoi. Mais là, tu as une thématique qui n'est pas normale. Ce n'est pas normal de parler de faire 279 pages sur ça. Ok? Il y a une anomalie thématique et du coup statistique. Voilà. Bon, ça, je vais pas en parler plus en détail. J'en parlerai dans une autre vidéo, une vidéo intéressante où je parlerai justement de la stratégie sur un site par rapport au fameux débat site généraliste, site thématique. En tout cas, je me base encore une fois sur mes tests et expériences. Alors ensuite, le ratio domaine référent lien entrant. Mais ça, encore une fois, c'est du bon sens. Je sais pas. Mets-toi à la place de Google. Comment tu peux faire à l'échelle du web? Je répète, à l'échelle du web, pas à l'échelle de tes sites, à l'échelle du web. Comment tu peux faire pour suspecter, je dis bien suspecter, parce qu'un algorithme est faillible, suspecter un achat de lien ou une tentative de manipulation. C'est très simple, les liens site-wide. Les liens site-wide, c'est quoi? C'est les liens qui sont faits sur l'ensemble des pages d'un site internet. Ce site-là, tu vois, par exemple, il a donc 9750 pages. Si tu as un lien ici qui est fait sur toutes les pages, par exemple en footer, dans une sidebar, un header ou peu importe, qui est fait sur toutes les pages du site, bah, c'est pas naturel, ça fait du lien acheté, d'accord? Et c'est pas la peine de dire ouais, mais il y a du lien, des fois ça peut être naturel. J'ai un pote webmaster, patati patata. Non, me raconte pas de conneries. N'essaie pas de me convaincre ou essaie pas de te convaincre toi-même, d'accord? C'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est pas toi non plus. Si tu veux te raconter cette histoire, tant mieux pour toi, faut pas venir chouiner après. Mais Google, c'est comme ça que ça fonctionne. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ou que tu comprennes pas la logique, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Après, derrière, c'est sûr que si tu fais, alors c'est à toi d'être moins con, si tu fais un lien site-wide, bah, essaie de faire en sorte un lien naked URL ou un lien brandé, d'accord? Par exemple, si ton site s'appelle monsite.com, tu fais un lien monsite.com. Si tu t'appelles Tartampion, tu fais un lien avec langue Tartampion. Mais c'est sûr que si tu fais un lien avec rachat crédit ou casino en ligne, bon, bah, viens pas chouiner après, d'accord? C'est encore une fois, c'est facilement transposable sur un algorithme du lien site-wide. Si tu as un ratio domaine référent, lien entrant qui est important, ce n'est pas bon. Voilà, ok? Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une question de stratégie, et je le répéterai toujours, la valeur ajoutée, la réussite d'un SEO, d'une campagne, c'est de la stratégie. Et ce que je vends dans l'académie, c'est de la stratégie, c'est une méthodologie. Voilà, ok? C'est pour ça que les tips que je donne, ça me fait plaisir de partager des tips, mais j'avais partagé dernièrement un tip sur Twitter, c'est parti dans une guerre d'ego, de ouin-ouin, de gaminerie. Moi, clairement, je suis pas là pour ça, on s'en bat les couilles, parce que clairement, des tips,
On n'est pas là pour revendiquer la paternité d'un tips ou quoi. Même si moi, le tips que j'ai donné, c'était basé sur mes tests et expériences, on s'en fout. Le plus important, c'est pas le tips en soi, en fait. Le plan BL, le tips, c'est pas ça qui va faire qu'à la longue, tu vas être bon, tu vas ranker dans les premières positions, en fait. C'est juste du mindset, d'accord? C'est pour donner des pistes. Le plus important, c'est la stratégie, c'est ça la valeur. Voilà, je le répète. Donc, si tu veux éviter les mises à jour Google, évite ces liens comme ça. Évite les liens site-wide. Ou en tout cas, les liens site-wide, je le répète, en exact match. Si tu recoupes les deux, lien site-wide plus exact match, c'est des conditions à la con. Hein. If, lien site-wide, and if, exact match. Si la condition plus cette condition réunit les deux conditions, potentiellement, le SEO me prend pour un con, donc je vais le striker dans le doute. Voilà. Ok. C'est comme ça qu'il y a eu la fonction transition rank qui est sortie. Bref. Voilà. Une autre piste. Ensuite, la fameuse site généraliste, site thématique. Alors là, c'est un débat, effectivement, qui est passionnant là-dessus. Je peux comprendre. Il y en a qui vont dire le site généraliste, c'est pas un problème pour ranker, vu que Google le raisonne par des pages, avec des pages et compagnie. Oui, mais non. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Mais bon, encore une fois, après, chacun fait son expérience. Ça, c'est pas après, chacun a sa vérité. C'est la beauté du métier aussi. Justement, ça, je vais t'expliquer pourquoi dans une autre vidéo de ce que j'avais expérimenté. C'est comme ça, justement, que j'ai eu un bond, on va dire, de compétences et de résultats. En 2008, c'est ce qui a débloqué ce qu'on pourrait appeler ce mindset, ce compétence-là. Au niveau de la stratégie, je t'expliquerai vraiment ça. Je te vais te faire un schéma comme la vidéo sur le maillage interne, vraiment dédié là-dessus pour que tu comprennes. Okay, et c'est ce qui explique effectivement aussi les yo-yo. Et bon, il faut vraiment, encore une fois, prendre au cas par cas parce qu'il y a tellement de... Le problème, c'est en fait, encore une fois, c'est le mélange des genres. Le mélange des genres, tu as un site généraliste, d'autorité. L'autorité, ça te permet de pallier certaines choses. Mais un site thématique sera toujours plus puissant, c'est logique au niveau thématique. J'entends bien au niveau thématique, pas autorité et pas profil de lien. Parce que le plus important dans le référencement Google, c'est toujours l'autorité. Effectivement, si tu as l'autorité, tu le vois bien avec les gros expis, la thématique, tu t'en fous un peu. Mais à autorité équivalente, la thématique, forcément, le site thématique sera plus fort. Mais si tu as l'autorité, voilà, forcément, tu le dégommes. Là-dessus, il y a zéro débat, c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, mais par contre, la question, c'est de te dire, en gros, juste pour finir là-dessus, est-ce que une page optimisée thématiquement sur un site généraliste est plus forte qu'un site thématique vraiment optimisé là-dessus? Pour moi, non, à autorité équivalente. Mais après, là-dessus, je laisse le débat ouvert. Et ça, pour le coup, c'est un débat que je trouve très intéressant. Si tant est que c'est fait bien sûr entre personnes saines d'esprit et qu'on n'est pas sur une mentalité fond du caniveau, pipi caca, mais vraiment une mentalité, un raisonnement objectif qui lève le débat. Voilà, ok. Allez, je m'arrêterai là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ok, et donc du coup, si tu veux aller plus loin justement dans ta stratégie de référencement, si tu veux gagner du temps, de l'argent, éviter des erreurs commises, je t'invite à rejoindre l'Académie. L'Académie, c'est le programme francophone à l'heure actuelle le plus complet sur le marché. Okay, je t'invite à prendre connaissance de mon catalogue de formations. Ici, il y a la dernière formation que j'ai faite sur le Rank and Rent SEO pour construire un business rentable en 2023 basé sur une stratégie de SEO locale. Sinon, le programme effectivement le plus complet, l'Académie. Donc, tu as 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer et surtout un accompagnement à chaque étape. C'est-à-dire concrètement, si tu as des questions, je serai toujours là pour y répondre. C'est normal parce que ça fait partie de l'apprentissage. L'idée, c'est pas que tu sois seul dans l'apprentissage parce que forcément, tu vas avoir des questions qui vont être soulevées au fil des niveaux et je serai là justement pour y répondre. Okay, je te laisse prendre connaissance du plan de formation, des étapes justement et de la stratégie derrière qui en découle. À l'heure actuelle, le programme qui est dispo, c'est l'Académie Little. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 6 avril. Prochainement, je ne vais pas tarder la semaine prochaine à être en Indonésie et je pense ouvrir prochainement le format Académie Live basé sur un système de cohorte avec justement un accès au live, au coaching de groupe, donc un accompagnement collectif. Voilà, donc les places seront limitées à 30 places. Notre avantage de rejoindre le canal, je m'arrêterai là, c'est qu'effectivement, c'est là où je suis le plus présent et surtout à l'heure actuelle où je partage le plus de tips. Je partageais encore il n'y a pas si longtemps que ça des tips sur Twitter, mais vu que c'est parti dans des guerres d'ego et ça ne m'intéresse clairement pas, je n'ai pas envie d'allouer de l'énergie sur ça. Donc c'est pour ça que dorénavant, je me contenterai de partager, on va dire, des tips qui ont de la valeur sur Telegram et sur Twitter, je me contenterai du partage de contenu, on va dire, mainstream. Voilà, pour pas toucher les vierges effarouchées. Donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre mon canal Telegram pour vraiment être tenu informé des bons plans, des tips et tout simplement être en contact avec moi, c'est là où je suis le plus actif. Et si tu souhaites aller plus en profondeur, l'Académie. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.